C'est au sein du devoir qu'on trouve le bonheur. Le bonheur est partout lorsqu'on règle son cœur. Il se montre aux cités, il habite au village, quelquefois chez les grands, toujours avec le sage. Si par de faux sentiers l'homme en vain le poursuit, c'est à tort qui se plaint que le bonheur le fuit. Quand à courir après notre ardeur nous emporte, nous le cherchons bien loin, il est à notre porte. Mesdames et messieurs, le bonheur. Cette étrange manifestation qui semble être le principal objet de tous les désirs, qui semble enflammer les sens et enivrer l'esprit. Le bonheur, ce sentiment qui semble être le saint Graal que tout être humain se donne pour mission de trouver, ce sentiment d'euphorie qui allume en chaque individu les flammes ardentes du désir et qui nous pousse à aborder un sourire exposant toute notre dentition. Un sage a dit, je cite, « Le plus grand bonheur est la conviction que nous sommes aimés, aimés pour nous-mêmes, ou plutôt aimés malgré nous. » Et puis, qu'est-ce que le bonheur si ce n'est aimer sa propre compagnie, s'aimer et aimer la vie avec ses hauts et ses bas, avec ses traits de lumière et ses phases de ténèbres. C'est vivre intensément chaque instant, car notre bonheur, nous le puisons en nous-mêmes et ensuite de notre entourage. Et c'est là d'où vient toute la confusion. Aujourd'hui, et en cet instant même, je parie que plus de 70% de vous, mesdames et messieurs, définissez l'entourage comme étant simplement les autres. D'où ma présence sur cette scène, derrière ce pupitre, pour vous éclairer et vous ouvrir les yeux. L'entourage est l'essence même de ce qui nous définit en tant qu'individus. L'auteur de l'œuvre qui a passé des heures, des jours, des mois à sculpter et perfectionner chaque millimètre carré de cet espace tout à fait unique, excentrique et superbement exceptionnel qu'est notre être. C'est la vie avec tout ce qu'elle possède de merveilleux. Chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver la compassion, la gratitude et l'amour envers soi et les autres. Nous sommes tous connectés et notre bien-être collectif dépend de notre capacité de prendre soin les uns des autres. C'est en trouvant la paix en nous-mêmes que nous pouvons apporter la paix dans le monde entier. Et donc, qu'on le veuille ou pas, notre bonheur comme notre malheur dépendent de notre entourage. Car l'intérieur et l'extérieur sont intimement liés, comme l'homme et la femme, comme le jour et la nuit, comme l'être humain et la vie. Qui vous êtes et qui vous êtes? Nous sommes des menteurs, nous sommes des voleurs, nous sommes des rageux. On prend notre bonheur comme acquis jusqu'à ce qu'on se blesse ou qu'on se fasse du mal. On continue cette recherche du bonheur sans se douter que cette perle rare était pendant toute cette aventure juste sous nos yeux. Cette ignorance, ou plutôt ce que je nommerais comme étant une forme d'inconscience, est le fait de croire dur comme fer que le bonheur ne peut se trouver dans les petits plaisirs de la vie. Mais j'essaie de vous comprendre en me disant que les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils n'ont pas de conscience. Bref, mesdames et messieurs, je me vois désolée de devoir vous quitter, mais j'espère avoir pu vous dessiller à tous dans l'espoir de sortir nos tant aimables opposants de leur transe irréelle et de cette opacité qui commence à peser lourd vers un peu plus de clarté. Alors réveillez-vous, chers gens, de votre sommeil si profond, car il suffit d'un instant pour perdre le cours du temps. Merci. Il était une fois un jeune garçon qui me ressemble. Un jeune homme plein de créativité et d'imagination dont le rêve était d'acheter tous les jouets du monde. Bon, voyez-vous, ce jeune garçon adorait l'effet de joie que lui procuraient ces jouets à tel point qu'il désirait avoir acheté tous ceux existants dans le monde. Coûte que coûte. Ce jeune homme a créé sa joie lui-même et l'a mise dans une position étant comme une récompense d'un travail acharné dans le futur. Mesdames et messieurs, chère audience, honorable jury, opposants, bonjour. Je ne peux correctement décrire ma joie à me trouver aujourd'hui devant vous, à part par des arguments qui, j'espère, seront doux à l'écoute. Revenons. L'enfant dont je vous ai parlé a certainement aucune expérience et n'est que expression de son innocence et naïveté par rapport au monde extérieur. Voyez-vous, ce jeune homme a créé sa joie lui-même et l'a mise... je m'excuse. L'enfant dont je vous ai parlé a certainement aucune expérience et n'est que expression de son innocence et naïveté par rapport au monde extérieur. Grosso modo, ce jeune garçon a tout simplement fait de son bonheur quelque chose qui lui appartient et qu'il atteindra quoi qu'il en soit. Et personne n'est inclus dans cet intervalle. Ceci dit, d'une autre position, un peu plus sensible ou plutôt encadrée par des parents, sans rancune, très chers opposants, votre vie n'est pas un abonnement familial.
Vous n'avez pas besoin de contrôle parental pour vous dire quel film vous avez le droit de visionner ou vous tenir la main jusqu'aux portes des écoles, sans oublier le tablier, bien sûr. Mais tout de même, il est vrai que dans notre culture marocaine et musulmane, le but de notre acharnement dans le travail est de rendre fiers nos parents et de faire de leur vie un paradis. Me diriez-vous avec confiance et d'un air moqueur, justement, le bonheur est relié à ton entourage. Vous allez même ajouter que si mes parents ne sont pas fiers de moi, cela aura un effet sur ma joie. Prévisible, n'est-ce pas? Ma réponse est oui. Vous avez raison. Cette joie ou bonheur est reliée à mon entourage. Il sera en effet heurté par leur réaction. D'après cette réponse, très chers opposants, nous tous présents dans la salle sommes au moins d'accord sur 2 points. Le premier, je cite, « Notre bonheur ne dépend que de nous et de notre entourage. Ne dépend que de nous et non pas de notre entourage. » Le deuxième, attention, ça va faire mal, vous n'avez rien saisi sur le sujet. Voyez-vous, mon bonheur à moi est de rendre fiers mes parents. Son bonheur à lui est d'acheter tous les jouets du monde. Le titre très cher et très clair, il le dit en une phrase simple, « Notre bonheur nous appartient et ne dépend que de nous. Autrement, nous sommes les pâtissiers qui préparent les bons petits pains chauds. Nous cultivons les ingrédients et préparons la recette. » L'entourage n'est pas absolu. Voyez-vous, l'entourage reste une option, mais non la loi. Les hommes oublient toujours que le bonheur humain, c'est une disposition de l'esprit, pas une condition des circonstances. Fin de citation. Vous êtes des 6e, n'est-ce pas? Je crois bien que vous êtes en train d'étudier Antigone. Quel est son point essentiel? Une révolte contre l'entourage. Cet entourage qui lui a imposé un bonheur qui ne dépend pas d'elle et qu'elle n'a pas accepté. Attention, spoiler, désolé madame. Ceci va conduire à sa mort. Une révolte qui a conduit à la mort est une expression d'un système déchu. Quelque chose qui ne va pas. À vous de voir. Sur ce, que la joie règne et que le meilleur gagne. Monsieur, s'il vous plaît, prêtez attention à ce que ma camarade avait dit. Elle avait bel et bien précisé que l'entourage, c'était non pas que les autres, mais aussi ces jouets dont vous avez parlé. Et en plus de ça, nous parlons pas de joie, nous parlons de bonheur. Et vous savez que nous sommes des 6e, puisque c'est écrit là-bas. Trêve de bavardage, comme l'a dit un sage. 5. Telle avait été ma note en mathématiques. Je ressentais une inquiétude voilée d'une indifférence. Mon esprit, tel un chaudron bondé d'un je m'en foutisme, aromatisé d'une pincée d'appréhension. J'y étais habituée, alors j'ai perdu confiance en moi et j'ai laissé tomber. Cependant, je n'étais pas seule. J'avais auprès de moi des proches qui m'ont soutenue malgré mes notes catastrophiques. J'avais des amis qui m'ont encouragée à mieux faire. J'avais un entourage qui croyait en ma réussite malgré mes innombrables échecs. Un entourage qui a sacrifié de son temps pour me venir en aide. Leur bienfaisance fit naître en moi un élan de motivation qui s'empara de mon être. Laisser tomber n'était désormais plus de mes options. Le 5 se transforma en 8. Le 8 en 10, je palpais mon évolution pour au final aboutir à un 12. Mais croyez-moi que sans mon entourage, cette note aurait été divisée par 2. Aujourd'hui, Iman ressent quelque chose, une sensation assez plaisante, agréable et complexe. J'ai longuement réfléchi, puis j'ai fini par conclure que c'est un cataplasme de 4 ingrédients que mon entourage et moi avons soigneusement préparés. Cher auditoire, honorable jury, opposant, permettez-moi d'enfiler ma blouse de chercheur afin de vous introduire les 4 ingrédients de notre solution magique. La dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, concoctés méticuleusement pour aboutir à la recette du bonheur.
De nos jours, on donne à cette idée sa juste valeur. D'ailleurs, d'innombrables recherches le prouvent, dont une étude de la Harvard Medical School qui a fini par conclure que les personnes proches de leur entourage, avec qui ils partagent des moments, en plus d'être en meilleure santé physique, figurez-vous qu'elles sont bien évidemment plus heureuses. Et en effet, savoir que l'on partage sa vie avec une personne qui sera là pour nous, nous rapproche du bonheur. En plus de cela, vivre au milieu de bonnes et chaleureuses relations nous permet de se sentir protégés, car oui, nous humains, nous avons besoin de nous sentir aimés, appréciés, affectionnés, que ce soit de la part de notre famille, de nos amis ou de nous-mêmes. Car en vérité, c'est notre nature humaine, notre nature affective, notre nature sociale. Il est donc impossible de nier le fait que votre bonheur, votre exaltation dans toute sa subjectivité, que ces 4 hormones que votre cerveau produit avec soin ne sont que la composition de facteurs provenant directement de votre entourage. Cette utopie exquise dont vous faites preuve, mes chers opposants, vous empêchera sans doute d'être heureux. Merci. Cher auditoire, de base, je n'étais pas censée passer en deuxième intervention, mais après avoir entendu ce que nos chers opposants avançaient comme argument fallacieux, quelque chose a froissé mon cœur. En fait, j'ai eu un sentiment mitigé qui a commencé par de l'étonnement, puis de la peur, et s'est terminé par de la pitié, car c'est triste de voir des gens de cet âge pensent vraiment que leur bonheur dépend de leur entourage. Un entourage qui peut disparaître du jour au lendemain. Oui, notre entourage nous soutient, notre famille aussi, mais désolé, il n'est pas permanent. Je vous laisse imaginer... Non, c'est bien, merci. Non, c'est bon, merci beaucoup. Je vous laisse imaginer la souffrance, la frustration qu'ils éprouvent au cours de leur vie et la faible personnalité qu'ils développeront à cause de cette notion manipulatrice. C'est pour cela, permettez-moi, cher auditoire, de guider nos opposants dans la bonne voie. Honorable jury, adorable audience, opposants assistants, bonjour. Quel beau jour. Quand je me sens chanceuse de pouvoir débattre un sujet assez perplexe, un sujet qui me concerne, un sujet philosophique par excellence et comme la philosophie est noble et alléchante avec ses idées. Si ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre, ta vie devient lourde. Steve Lambert. Quelle belle citation pour débuter ce procès. Cher opposant, l'un de nous a tort et que le plus innocent gagne. Pour commencer, je voudrais vous poser une petite question qui occupe toujours mon esprit. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la sagesse de Dieu en nous créant avec des corps séparés et uniques? Selon moi, je peux facilement dire pour rendre l'homme capable de vivre seul, avec une pensée, un style de vie et des sentiments différents, et c'est lui qui les contrôle. Des sentiments dans le bonheur, un sentiment avec une pléthore de définitions. Bonjour, je suis Aristo. Pour moi, le bonheur est un don de Dieu que je divise en 5 dimensions, à savoir la santé mentale, physique et la croyance, l'accès à la richesse, la bonne gestion et l'investissement, la réalisation d'objectifs pratiques et du succès et la bonne réputation à conduite. Bonjour, je suis Épicure. Pour moi, le bonheur ne réside ni dans le confort matériel, ni dans la simple satisfaction des plaisirs. Il advient lorsque l'homme atteint la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire il ne subit ni trouble, ni douleur. Bonjour, je suis Aboula Saïa. Pour moi, le bonheur, c'est s'éloigner des petites choses banales et acquérir la caractéristique de la générosité tout en s'absentant de nuire, etc., etc. Et après avoir lu de centaines de définitions différentes du bonheur, d'après des gens sages, dans aucun des cas, il ne dépend de l'entourage. Quelle coïncidence, bien que je ne le pense pas. Bref, rebonjour, je suis Rania. Pour moi, le bonheur est une décision et j'en suis responsable. Moi qui décide quand, où et comment je veux ce bonheur. Et si le monde entier se rassemble pour me rendre heureuse, si moi, je ne veux pas l'être, je ne le serai jamais, car c'est moi qui décide et pas mon entourage. Le bonheur se trouve dans des choses différentes. C'est pour cela qu'il ne peut pas dépendre des autres, car c'est quelque chose de personnel. Mais si vous êtes toujours convaincu par votre thèse, chers opposants, faisons un peu de calcul. Il ne fait aucun doute que nous devons être sur de bons termes avec notre entourage pour qu'il puisse nous apporter du bonheur. Nous essayons donc toujours de bien nous entendre avec les autres et leur faire plaisir. Mais bien sûr, un jour, nous finissons par nous chuter.
Ceci nous fera sentir mal. C'est-à-dire si les êtres ne sont pas heureux, nous non plus. Vous cherchez le confort afin d'éviter la confrontation pour être heureux avec tout le monde, mais en vrai, vous n'êtes que dans une inquiétude permanente. Imaginez si vous fondez votre bonheur sur une personne et cette personne un jour vous quitte. Cela veut dire que votre bonheur a aussi quitté? La réponse est bel et bien non. Cela veut dire que vous vous sous-estimez car vous ne pouvez pas être heureux sans cette personne. Vous ne voyez pas, chers opposants, que le bonheur qui dépend de l'entourage est éphémère, fatigant, non garanti, forgé et cache une grande tristesse. La solution de notre calcul est donc l'ensemble vide. Les accusations et les déclarations abondent. Il faut donc juger entre nous pour savoir qui a raison, même si c'est clair, mais bon. Alors laissez la psychologie dire le verdict final. D'après des études psychologiques, si vous vous engagez sur une voie du développement personnel, spirituel, ou si vous êtes à la recherche du bonheur, il est très fréquent de sentir de plus en plus se creuser avec votre entourage. Celui-ci peut ne plus être en accord avec vos aspirations les plus profondes, vos pensées, vos façons de voir la vie et vos idées. C'est normal car notre âme n'a pas besoin de l'approbation, de la permission ou de la validation de personne pour réussir ou être heureuse. Nous pouvons être heureux en toutes circonstances si nous apprenons à cultiver le bonheur. Sinon, selon Martin Seligman, fondateur de la discipline de la psychologie positive, le bonheur viendrait de 3 choses. Une vie agréable, sans ressentir le plus du plaisir, une vie engagée, ça veut dire être motivé et investi, et une vie pleine de sens. Donner le sens à sa vie en fonction de son soi intérieur. Chers camarades, comme prévu, nous sommes sortis, nous sommes. C'est normal, rien ne vaut la vérité. Mais avant de finir, permettez-moi, chers opposants, de vous donner un petit conseil d'une sœur, pas d'une débatteuse. Le bonheur commence en soi-même. Votre bonheur commencera lorsque vous commencerez à vous donner la valeur que vous méritez. Si vous dépendez des autres, il arrivera un moment où vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas vraiment heureux car vous cherchez le bonheur des autres et pas le vôtre. Bref, le bonheur qui dépend plus du cadre interne d'une personne que des aspects externes du monde. Je n'ai pas trouvé mieux que cette citation du fameux George Washington pour clôturer ce procès. Séance ajournée. Merci. Alors pour vous répondre, mademoiselle Rania, je présume, vous dites que nous, on défend le fait que notre bonheur, il dépend que de notre entourage et non de nous-mêmes. Alors que, bien le contraire, on dit que le bonheur, il dépend de nous, prioritairement, et de notre entourage. Alors que vous dites que l'entourage peut être ignoré. Et nous, des gens de notre âge, au moins peuvent lire le sujet. Vous vous contredisez vous-même. Et en parlant de contradiction aussi, monsieur, vous dites que le bonheur, votre entourage vous a procuré du bonheur. Et juste après, vous dites que ce bonheur ne dépend pas de votre entourage. Bref, je ne comprends pas les contradictions. Et puisque vous avez parlé de philosophes et vous avez utilisé des arguments d'autorité sans bien donner d'analyse, c'est-à-dire que votre argument n'est pas vraiment valable. Je parle de vous, mademoiselle Rania. Et du coup, ce que je vais faire, c'est je vais donner une citation et moi, par contre, je vais bien l'analyser. Je cite « Le bonheur est la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir. Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » Fin de citation, Voltaire. Alors, j'ai longuement médité sur ce qu'a dit tel philosophe de renom. Et je ne pus qu'activer mon 6e sens analyste et me plonger vers les tréfonds de l'idéologie philosophique de Voltaire que je soutiens de nature. Cette citation passerait à première vue pour un paradoxe, une certaine antinomie, puisqu'elle laisse paraître qu'on puisse donner quelque chose qu'on ne possède pas. Certes, le bonheur n'obéit point à des lois ordinaires. D'après notre penseur des Lumières, allégresse et délectation sont 2 choses que l'on peut transmettre, même si l'état immédiat de notre personne inégale le bonheur. Et c'est en donnant qu'on reçoit.
d'une manière plutôt occulte, mais qui se manifeste presque instantanément. L'aphorisme en question demanderait plus d'approfondissement, je vous l'accorde. Alors, en guise de précision, je vous prierai la permission de me laisser exemplifier mes propos et explications afin que vous puissiez assimiler la sagesse se cachant derrière ce dire. Et pour cela, je vais me diriger vers vous, chers adultes parmi l'audience, parents en l'occurrence. Je ne saurais décrire mieux que vous l'affection que vous donnez à vos enfants, même après une dure journée de dur labeur, une longue journée de dur labeur, moment où votre morale n'est pas à son apogée, soyons honnêtes. Alors, instinctivement, première chose que vous faites quand vous rentrez, c'est que vous alliez voir votre petit bébé d'amour, que vous chérissez tant, tout en lui baisant ses petites joues, tout en pourpré, tout en l'inondant de doux, somptueux câlins. Et c'est à ce moment-là où vous contemplez ses yeux scintillants de joie, ce sourire de gratitude si innocent que votre partie du bonheur envahit votre esprit. C'est en lui donnant cette affection, ce bonheur parental si unique que vous recevez alors un tel privilège de joie en retour. Alors, loin de moi l'envie de faire pleurer dans les chaumières. Or, après tout, mon discours est à visée rhétorique, vous me direz. Mais figurez-vous que cet exemple est qu'un parmi tant d'autres, puisque cette philosophie se rapporte souvent et également à notre vie juvénile, en tant qu'adolescent. Alors, je me porterai volontaire de vous conter une petite historiette personnelle afin d'imager mes propos davantage et cet exemple qui va persuader, enfin je l'espère, les plus jeunes d'entre vous, cher auditoire. Alors, je venais de monter sur scène pour un événement qui m'avait préoccupé des semaines de cela. Alors, mes parents ils remarquèrent ces heures où je préparais mon discours, où je les répétais devant la glace. Alors, je vous rassure, ma prestation s'était idéalement passée. Mais là n'est pas le problème, puisque malgré la victoire personnelle que je conquis, rien ne pouvait satisfaire ma personne et atteindre son bonheur. Et c'est le moment où j'ai pu converser avec mes parents, mes relatifs, mes amis les plus proches, qui me félicitèrent, me firent part de leurs congratulations et montrèrent leur fierté aussi explicitement qu'implicitement. C'est à ce moment où ce bonheur, enfoui au fond de mon âme, enseveli dans sa cage, put jaillir et se montrer à travers un sourire reconnaissant. C'est à ce moment que j'ai réalisé que Voltaire avait raison. C'est cette fierté, ce monopole que j'ai pu accorder à mes relatifs d'une manière plutôt occulte, qui a pu me donner en retour cette exaltation que je recherchais tant. C'est cet exploit que j'avais organisé pour mon propre bonheur, ce bonheur qui a pu s'activer à l'aide de mon entourage. Et j'en suis désormais d'une certitude inégalée que ce sort de contexte ne vous est pas inusité. Même à vous, partisans de la thèse à ma droite, voyez-vous, mammifères bipèdes que nous sommes, il n'est que naturel de vouloir partager notre exploit, nos exploits avec nos plus proches. Ne me dites pas que quand vous recevez votre bulletin de notes, en voyant votre 17 ou 18 de moyenne, vous êtes heureux, certes, mais la première chose que vous souhaitez faire à ce moment, c'est consulter vos proches pour faire part de votre bonheur, le partager, ou dirais-je, le dédoubler, le multiplier, le quadrupler. Peu importe la variation que subira ce dernier, il dépend dans ce cas de votre entourage. Et puisque mon intervention débuta d'une citation philosophique, en voilà une autre qui supportera indubitablement mon cas de figure et non seulement me permettra de finir en douceur. Je cite, « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. » Fin de citation, Albert Schweitzer. Je vous remercie. Merci. Bon, alors, chers débatteurs, déjà pour commencer, ce n'est pas nous qui ne savons pas étudier ou bien lire le sujet,
Notre bonheur ne dépend que de nous et pas de notre entourage. C'est le thème. Le débat, c'est être contre ou être pour. Neutraliser la conversation, faire du concessif, tout le monde sait le faire. Mais ici, on est pour être partial et extrême. Donc oui, effectivement, c'est une question d'âge. Et puis, vous, mademoiselle, première débattrice, vous avez dit que le bonheur commence par nous, puis par les autres. C'est une question de soleil et de lune. Encore une fois, vous êtes en train de neutraliser la conversation. Ce n'est pas le but. Un est contre, l'autre est pour. C'est fini, c'est un point. Alors, quelle est la recette du bonheur? Une question toute simple qui ne trouve pourtant aucune réponse concrète. Certains affirment que le bonheur est nourri par les agissements et attitudes des autres, alors que d'autres défendent l'idée que cet état de plénitude ne peut dépendre que de soi-même. Personnellement, je penche pour cette dernière option. Mais avant tout, il faut se mettre à l'esprit que ce débat ne serait constructif et percutant que si on se met hors de notre chemin de pensée habituel et qu'on s'ouvre à de nouvelles éventualités. Alors sur ceci, cher auditoire, opposants, jurés, bien le bonjour. Quelle est la nature du bonheur? Si on s'arrête aux opinions, on constate vite qu'elles divergent. Ce qui constitue le bonheur varie d'un individu à l'autre et peut même varier pour une seule personne. Mon bonheur ou bien mon idéal de bonheur à 20 ans n'est pas le même qu'à 60 ans. C'est que le bonheur se pense souvent comme le comblement d'un manque. Si je suis malade, mon idéal de bonheur sera la santé. Si je suis pauvre, ça serait la richesse. Dès lors que le manque est comblé, le désir se porte vers un autre objet. Et l'idée que l'on se fait du bonheur cherche de contenu. Et donc ceci prouve que notre entourage, aussi parfait soit-il, une fois qu'il est réussi à combler un vide, ce n'est plus suffisant. Et dans ce cas, il ne sera jamais suffisant, car la vie est faite d'imperfections, notre entourage et nos relations pour autant. Un petit exemple. Nous tous ici, notre but actuel, c'est d'obtenir notre bac puis atteindre l'université dont on a envie, oui ou non? Pensant que c'est bon, c'est la fin de notre calvaire. Alors la vie universitaire est un tout autre monde avec encore plus d'ennuis et de stress. Alors là, on va se mettre à espérer une vie meilleure après les études supérieures. Waouh, un autre calvaire. Alors là, on va se mettre à chasser, à économiser pour créer une famille ou bien une maison et tout. Une dizaine d'années passées, nous voilà encore à demander de la stabilité. Une autre dizaine d'années passées, nous voilà à la cinquantaine à peu près, en train d'espérer le retour de cette jeunesse qu'on a passée à chasser un idéal inatteignable. Dernière dizaine d'années, nous voilà sur notre lit à attendre la mort. Pessimiste, effrayant, douloureux d'y penser, n'est-ce pas? Pourtant, ce chemin de vie délétère est la conséquence de la thèse entretenue par nos chers opposants jusqu'à présent. Alors que quelqu'un qui, depuis le début, vit avec la conviction que son bonheur l'appartient, il ne chercherait pas la perfection dans son entourage. Il n'attendrait pas son entourage de lui donner du bonheur, car il sait que c'est pas possible. C'est lui qui doit le créer. Bref, je vais vous donner des exemples concrets qui prouvent que la personne peut être en toute contradiction avec son entourage. Vous avez parlé de médical et de psychologie. En psychologie, la dépression peut être tout à fait indépendante de l'entourage, ce qui la rend encore plus difficile à traiter. Ou dans le cas contraire, la dépression peut résulter du comportement de l'entourage. Et là, non seulement ça prouve que le bonheur ne dépend pas de l'entourage, mais aussi l'entourage peut être une cause du malheur. Bref. Et puis aussi, mais encore, il y a un exemple, une histoire dont j'ai envie de vous raconter. Une personne dont son entourage était tout sauf tendre, mais qui est restée optimiste, heureuse et fidèle à lui-même. Sixto Rodriguez. Vous n'avez pas entendu parler, n'est-ce pas? Notre légende est née en Détroit, aux États-Unis, d'une famille nombreuse et pauvre. C'était le 6e d'une fratrie, ce que lui avait dit son nom par ailleurs, Sixto, assez logique. Dès l'enfance, il baignait dans la musique. Alors à l'adolescence, il décida de quitter le lycée pour se consacrer à sa passion. Sauf que la vie n'est pas un conte de fées. Il lui a fallu travailler tous les jours dans les chantiers et la nuit dans les bars pour arrondir les fins de mois. Mais toujours aussi heureux. Dites-vous que le personnage allait au chantier travailler avec un costume cravate. Pour vous dire, c'était un sacré personnage. À force de forger, on devient forgeron. Il finit par être reconnu par un studio. On lui propose d'enregistrer, malgré son talent inouï pour le blues, un sous-genre de jazz si vous connaissez pas, c'est un flop. 2 flops consécutifs, là, abandonné par son studio. Il se remet à travailler dans les chantiers. Et vous savez quoi? Plus heureux que jamais. Il s'en fout. Mais en attendant, à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, sa musique a atteint ce peuple. Dans une période de ségrégation des Noirs et des Blancs, de pur racisme, ces paroles engagées l'a vite mis dans le rang d'une star, d'une légende. C'est comme notre Michael Jackson, et j'exagère même pas, vraiment. Alors que lui, dans l'autre bout du monde, à Détroit, il ne sait même pas que ceci se passe. Donc là, les gens curieux de l'Afrique du Sud, où est notre personnage? Où est cet homme? On le retrouve. Et là, on le met au courant. Toujours en train de travailler au costume-cravate au chantier. Et lui, sa réaction, il a souri. Il a dit, incroyable. Il a fait un seul concert.
à l'honneur de l'amour qu'on lui porte, et puis le retourner dans les chantiers travailler, plus heureux que jamais. Il a refusé la richesse, la célébrité, tout. Il est resté fidèle à lui-même. Si ça, ce n'est pas une preuve que notre bonheur, s'il ne commence pas par nous, on l'atteindra jamais. C'est d'une paisibilité extrême. Donc ceci prouve que penser que le bonheur dépend de nous est une sorte de sagesse que non tout le monde peut avoir, malheureusement. Et pourtant, c'est l'essence même de notre existence. Alors j'espère que mes paroles vous ont mis à remettre en question, parce que c'est le but de cette confrontation. Bien, merci. Mesdames et messieurs, rebonjour. À défaut d'avoir des arguments probants contre lesquels je pourrais contre-argumenter, ce qui est, ma foi, bien triste, je me vois dans la fâcheuse position de devoir simplement pointer du doigt le fait que le bonheur est contagieux. Oui, mesdames et messieurs, vous avez entendu juste. Il existe des recherches scientifiques qui suggèrent que l'énergie des personnes qui nous entourent peut affecter notre propre bonheur. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui entourent une personne heureuse ont plus de chances d'être heureuses elles-mêmes. De même, une personne qui entoure des personnes malheureuses a plus de chances d'être malheureuse. D'autres études menées par les chercheurs de l'université de Warwick au Royaume-Uni ont montré que notre bonheur ne dépend pas seulement de nos relations sociales, mais aussi des relations de nos amis d'amis et de nos amis d'amis d'amis. Ainsi, ils ont conclu que chaque augmentation de 10% du nombre de personnes heureuses dans notre cercle social est associée à une augmentation de 5% de notre propre bonheur. Alors n'essayez pas de contredire les chiffres, chers opposants, car quelle serait votre outrecuidance et votre effronterie en vous acharnant encore et encore pour nous convaincre, à nous et cette belle galerie, de l'aberrance et l'incohérence de vos propos. Et oui, très cher, notre sujet c'est « Le bonheur dépend de nous et de notre entourage ». Mettez-vous ça très bien dans la tête. Et juste pour finir, j'aimerais vous dire que je vous demanderai un peu plus d'attention, car l'on dit souvent qu'il en faut beaucoup pour se lever et parler, mais apparemment, il en faut plus pour s'asseoir et écouter. Merci. Très cher jury, chère audience, bien le bonjour. Le bonheur. Quête sans fin ou destination à portée de main? Laissez-vous emporter vers ma destination, ou quête infernale est synonyme de bonheur sans égal. Oui, j'ai bien dit quête infernale. Ce n'est point pour vous apeurer, c'est juste l'histoire de ma vie, celle que je vais vous conter aujourd'hui. Bien, mais avant tout, je vous demande de bien vouloir oublier les paroles de nos chers opposants qui sont à mon goût assez fausses, voire même un peu fausses. Vous savez, chère audience, quand on parle sans connaissance de cause, quand on a beau parler sans même connaître la vraie réalité, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui finit par nous arriver. On finit comme nos chers opposants, ici présents, armés d'innombrables arguments, mais munis d'un très faible esprit, sans offense bien sûr. Revenons au vif du sujet. Mon histoire. Et je pense que celle-ci vous inspirera même, très chers opposants. Alors que j'étais petite, je vivais paisiblement. J'étais comme un petit soleil sur pied, brillante comme dans un ciel étoilé. Je collais toujours ma mère, je l'aimais beaucoup. Là où elle était, il fallait que je sois. Je lui ressemblais d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau. Très jeune, ma mère s'en alla. Elle quitta ce monde. Dans les cieux, elle est aujourd'hui, mais mon cœur, elle ne quitta jamais. Avec le temps, mon père se remaria. Et sans surprise, je fus abandonnée, livrée à moi-même. Que faire? Que faire? Pleurer toutes les larmes de mon corps? M'apitoyer sur mon sort, c'est ce que vous auriez aimé que je fasse, très chers opposants? Eh bien, non. Mon choix fut tout autre. Aujourd'hui, je suis plus forte que jamais. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que quiconque dans cette salle. Pourquoi? Parce que je connais le vrai sens du bonheur. Parce que j'ai la clé du bonheur. En moi, il plane, de moi, il émane, et à moi, il revient. J'ai appris à surpasser toutes ces personnes dont mon bonheur dépendait. Car oui, je dépendais émotionnellement de ces personnes. Inconsciemment, mais j'en dépendais. Et je peux vous dire que c'est pire que d'être
enfermé dans la plus sombre des prisons. Au final, ce n'est pas ça le vrai bonheur. Je reste abasourdie devant votre soi-disant innocence, très chers opposants. Vous dites que vous êtes heureux parce que vous avez telle ou telle personne dans votre entourage. Croyez-vous que c'est ça la vie ? Moi, je pense que vous n'y avez rien compris à cette vie. Et puis, si un jour, l'un d'entre eux meurt, vous allez le suivre. Vous savez, papa, maman, la famille, les amis, c'est pas pour la vie. Allez-y, suivez-le, et puis croyez que la personne sous sa tente vous attend toute souriante, sirotant un petit jus grenadine, et puis creusez-vous une piscine tant que vous y êtes. Non mais, plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, chers opposants, vous savez, j'essaie de vous comprendre, mais bon, j'y arrive pas. J'essaie de vous comprendre, mais je sais que vous êtes assez sensible, vous avez un petit cœur d'artichaut, que vous n'êtes pas assez expérimenté pour savoir de ce que je parle. Âme sensible, je vous plains, mais bon, je ne vous blâme point. Tout ça pour vous dire que le bonheur, s'il ne vient pas de vous-même, il ne viendra de nulle part ailleurs. Et puis surtout, n'oubliez jamais que le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Merci. Cette lettre t'est adressée. Tu n'as jamais été très tactile et pourtant, à chaque baiser déposé sur ton front, tu ne cessais de me répéter que j'étais la source de ton bonheur. Que dans un univers où tout nous échappe, où notre réussite s'égare en un battement de cœur, où être satisfait de ce qui nous entoure et de la simplicité des choses nous procurerait apparemment plus de joie. Un monde où les valeurs humaines n'ont plus de paix à offrir. Un monde où les relations sont dérisoires. Moi, je te rendais heureux. Peu importe les supplices, merci de faire partie de ma vie. Merci de me donner le sourire et merci de m'avoir fait ressentir ce que bonheur signifiait. J'ai pris la décision de commencer mon intervention par une lettre que j'ai reçue et qui m'a prise au dépourvu, mais qui pour moi fut une aubaine. Chère audience, honorable jury, opposants, bien le bonjour. Un sujet qui traite de l'importance qu'a le relationnel vis-à-vis de l'épanouissement de soi. Voilà qui fait naître une certaine réflexion assez complexe à partager vu sa portée psychologique, mais dotée d'une saveur qui la rend si facile à discerner. Une saveur qui a ravivé les papilles de mon équipe et qui a su mettre nos personnalités en valeur. Lina, notre poète qui a le don de savoir mettre les points sur les i et de structurer une pensée, ma foi, quelque peu désorientée. Iman, en enfilant sa blouse de chercheur, elle a su nous renvoyer au monde du rationalisme. Et enfin, Yessine et moi, deux philosophes aux idées généralement divergentes, mais qui ont su trouver un point d'entente face à l'évidence absolue. Je parle bien évidemment du fait que le bonheur, comme nous l'avons défini auparavant, est en partie le fruit de nous-mêmes, mais aussi et incontestablement celui de notre entourage. Je tiens cette pensée des longs moments passés à parcourir les aphorismes de Nietzsche, qui, lui, s'attriste de la maladie des temps modernes dont les symptômes émanent de votre insatisfaction du monde matériel, que vous ne percevez comme n'étant rien d'autre que corruption, qu'une source de malheur dépossédée de toute bonté. Eh bien, vous m'envoyez désolé. Parce qu'oser dire que le bonheur est un état d'âme et que nous sommes l'unique forgeron de cet état, tout en niant haut et fort que l'âme est en liaison constante avec tout ce qui l'entoure et qu'elle est en changement perpétuel, ce qui ne cesse de l'impacter et d'impacter son environnement. Mesdames et messieurs, pour garder un état d'âme, il faut l'entretenir. Certes, par la force de notre esprit, mais aussi par la force de ce monde qui nous accueille à bras ouverts. Mettre une barrière entre la puissance que nous détenons et celle que détient notre entourage.
serait mettre une barrière entre la matière et l'imaginaire, entre l'abstrait et le concret, tout en oubliant qu'ils sont fondamentalement dépendants l'un de l'autre. Et ça reviendrait à signer votre arrêt de mort, mais si par chance vous y échappez, eh bien j'espère qu'un jour vous trouverez bonheur. Mais j'en doute fort. Plus concrètement, l'effort que nous fournissons, notre façon de voir le monde propre à nous, définit ce que nous sommes. Certaines personnes respirent la bonne humeur et d'autres la mélancolie. Mais on ne cesse de grandir, de vivre, d'expérimenter, d'évoluer. Merci aux valeurs et aux convictions qu'on acquiert. Mais aussi merci à certains facteurs complètement extérieurs à notre esprit, mais qui pourtant restent très connectés à celui-ci. Un peu comme en physique, un corps essaye de trouver un équilibre avec toutes les forces qui s'exercent sur lui. Et une fois que cela se réalise, eh bien, il tient debout. J'espère qu'un jour, vous trouverez un équilibre entre vous-même et votre entourage. Ce jour-là, vous serez heureux. Merci.